Bonjour, je vais corriger l'exercice 14 du TD18. Voici l'énoncé. Donc le moteur que vous voyez, c'est un moteur qui vient d'une installation qui est chez moi. Donc c'est un moteur qui est prévu pour tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc c'est une ventilation en fait. Et ce genre de moteur, c'est d'une conception extrêmement simple. Vous avez un bobinage, bon, voilà, c'est marqué. Vous avez de la ferraille feuilletée, elle sert juste à emprisonner les lignes de champ magnétique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de champ magnétique en dehors de la ferraille. Et dans la partie ronde où il n'y a rien, en fait, à cet endroit-là, il y avait le rotor du moteur. Et donc ce que vous avez, c'est un moteur asynchrone, en fait. Et donc, ce qu'il faut à l'intérieur, dans cette zone-là, c'est un champ magnétique. Problème, enfin le problème, c'est quand vous regardez comment c'est conçu, vous voyez que le bobinage qui est alimenté en 50 Hz, en fait, on l'alimente directement avec la tension domestique. Vous avez une tension, un champ magnétique autour du point haut que vous voyez, qui est alternatif. Ah, donc c'est pas du tout un champ magnétique tournant. Il faut imaginer un vecteur qui est suivant x, et puis une demi-période après, il est suivant moins x, et puis au bout d'une période, on revient suivant x, et ainsi de suite. C'est pas du tout un champ magnétique tournant. Donc si vous mettez un rotor là-dedans, il tournera pas. Hein, il n'y a pas de raison qu'il tourne, que ce truc-là tourne. Et en fait, ce qui est très astucieux dans ces moteurs, c'est on les distingue, on arrive à les distinguer. C'est des petites bagues qui sont certainement en cuivre, qui sont sur le côté là. Et en fait, ces bagues ont pour rôle il y a de l'induction en fait. C'est-à-dire que quand le champ magnétique varie, il y a un courant qui apparaît dans ces bagues-là, et ça réémet un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est déphasé de pi sur 2. Et comme les bagues sont légèrement sur le côté, en fait, on va réussir à obtenir un champ magnétique qui va être tournant. Alors, ce sera peut-être pas parfait, ce sera peut-être pas un champ magnétique tournant parfaitement avec une amplitude constante, mais en tout cas, on aura un champ magnétique qui cette fois-ci sera plus uniquement alternatif. Il y aura aussi une composante suivant Y déphasée de pi sur 2 et ça tourne. Et du coup, quand vous mettez un rotor, ça tourne. Hein, donc c'est un moteur, c'est très astucieux hein, comme technologie. Si vous travaillez un petit peu dans les moteurs, vous vous rendrez compte que il y a en fait des solutions il existe plein. Il en existe vraiment plein. Du moteur asynchrone, synchrone, moteur pas à pas, c'est encore une autre technologie qui est décrite dans l'approche documentaire qui est sur le Drive, hein, sur les matériaux magnétiques. Donc je vous invite à y jeter un œil. Alors, commençons la résolution de cet exercice. Exercice 14 du TD 18. On va regarder en détail l'énoncé. Donc voilà, vous avez le système réel. Et donc à quoi sert le circuit magnétique? Donc en fait, j'ai déjà répondu à la question. Ça sert à emprisonner les lignes de champ magnétique. Hein. Ça rend votre moteur beaucoup plus efficace. Hein, le champ magnétique, il est émis dans toutes les directions. Et dès que vous mettez de la ferraille, en fait, il va rester dans la ferraille. Hein, donc il y a quasiment, si je mesurais le champ magnétique à côté de ce moteur, j'aurais une valeur très faible. Pourquoi est-il constitué d'un matériau feuilleté? Donc la raison, elle est toute simple. Si vous ne feuilletez pas le matériau, alors là on ne voit pas très bien le feuilletage. Hein, il faut imaginer, vous avez ce motif-là en ferraille et qui fait une fraction de millimètre d'épaisseur. Et vous en prenez un peu comme ramette de feuilles de papier. Hein. Chaque feuille de papier est très fine, mais vous en mettez une centaine, vous obtenez quelque chose d'assez épais. C'est exactement comme ça que c'est fait, et c'est pour limiter au maximum des courants induits qui auraient comme conséquence que ça se mettrait à chauffer.
En fait, c'est un petit peu, ce serait réinventer la plaque à induction. Donc, pour éviter ce chauffage-là, donc pour empêcher ces courants induits, on utilise un matériau feuilleté. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans le cours sur les transformateurs, hein. On utilise cette astuce-là pour éviter les courants induits. Alors, donc, du coup, je réponds à la question 1. On admet qu'on a un champ magnétique tournant. Je dois avoir déjà répondu à la question 2 en l'absence de bague de ménage. Évidemment, si vous n'avez que un champ magnétique suivant l'axe des X, ça marche pas. Donc, ça, en fait, j'ai déjà répondu à la question 2. Question 3. euh, on a les bagues qui sont insérées. Alors, je vais utiliser un modèle qui est juste là. C'est-à-dire que là, on reconnaît X et Y. Je vous remontre le schéma. X et Y. Et là, je vais considérer qu'une seule bague. En fait, il y a deux bagues, hein. Il y a une bague ici et deux bagues là. En fait, il y en a deux, hein. Si on regarde bien, il y en a deux là et deux là. Donc nous, dans le modèle qu'on va utiliser, on va considérer qu'une seule spire qui est à peu près à 45 degrés, hein, ou alpha ou 45 degrés. Vous avez les coordonnées d'un vecteur normal à cette spire-là. Et le champ magnétique, il est uniforme, dépendant du temps, suivant E de x. Voilà. Donc première question. On vous demande de déterminer l'intensité dans la spire. Puis la forme du champ magnétique induit par la spire, au point O. D'accord? Et on a une petite indication, on admet que, etc., que le champ magnétique est proportionnel à l'intensité qui circule dans le circuit, dans la spire, et suivant M. Donc ben, c'est parti. Donc là, ça va aller assez vite, hein. C'est très simple. Donc là, je dessine la spire, comme ceci. Le vecteur normal. Je vais représenter. Voilà. Le vecteur normal, qui est comme ceci. Avec la règle de la main droite, il faut que j'oriente l'intensité comme ceci. Je vérifie juste si c'est cohérent avec... ouais, c'est ça. C'est cohérent avec l'énoncé. I de t qu'on vous demande. Et le champ magnétique, il est suivant E de x. Donc le repère, comme ceci. Là, j'ai x. Là, j'ai y. Je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur. Oui, c'est bon. X, y. Et donc, on va calculer le flux qui passe dans ma spire. Donc le flux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut calculer le flux? Bah parce que vous savez que je vais devoir utiliser la loi de Faraday, E égale moins d2φ sur d2t, où E c'est la force électromotrice. Donc il faut calculer le flux. Et ici l'angle alpha, il est bon, il vaut 45 degrés, donc finalement que ce soit sinus ou cosinus, c'est pas très important puisque ça va donner la même valeur par rapport à l'axe X. Donc l'angle alpha, il est là. Alors, ça aurait même été plus simple parce qu'en fait, on vous donne les coordonnées de n. Donc, le flux, c'est simplement, comme le champ magnétique uniforme, c'est B fois S, enfin, scalaire, S, scalaire n. S, c'est la surface de ma spire. Je suppose qu'il n'y en a qu'une seule, hein, c'est cohérent avec, le dispositif réel, hein, c'est une seule spire d'un matériau d'un diamètre assez important, hein, c'est plusieurs millimètres et c'est certainement du cuivre. Et quand on fait le calcul, on pourrait, bah, cette fois-ci je fais le calcul comme ceci, voilà, EX, EY, EZ, scalaire, S. Je regarde les coordonnées du vecteur n, c'est cosinus moins sinus alpha.
Donc c'est cos alpha moins sinus alpha suivant E de x, E de y, et 0 suivant E de z. Et le flux, donc ça vaut donc B0 S cos alpha. Donc je vais maintenant faire le schéma électrique équivalent. Allez, je le fais en vert. Le schéma électrique équivalent. Alors, il y a une certaine résistance dans le fil, hein, ça doit être du cuivre et d'un diamètre assez important, il y a une résistance. J'oriente l'intensité comme ceci, et la force électromotrice, je la mets dans le même sens. Donc je fais toujours la même chose. Donc là, le I est comme ceci. I, en fait, dans le schéma électrique équivalent, je le mets dans le sens où je veux, hein. Ici, je l'ai mis vers la droite sur ce segment-là, hein, celui que je montre. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. C'est absolument pas un problème, hein. Si j'avais choisi I dans l'autre sens, et ben E aurait été dans l'autre sens. Donc, finalement, ça revient au même. Si I est comme ça, ben, je peux tout de suite indiquer que RI est dans l'autre sens. Et E, ça vaut, c'est la loi de Faraday, hein, c'est moins d de phi sur d de t. Et donc, bah, phi, justement, j'ai son expression juste au-dessus. Et je me rends compte que j'ai oublié un terme, autant pour moi, c'est le cosinus oméga t. Bon, je vérifie juste que je me suis pas trompé. Ouais, c'est B0 cosinus oméga t, il n'y a pas d'erreur. J'avais oublié ce terme-là, le cosinus oméga t. Donc je dérive, quand je dérive, le cosinus devient moins sinus. Il y a le oméga qui sort, avec le moins qui est là, ça va donner un plus. Donc ça, je vous laisse passer alpha, sinus oméga t. Et donc, bah, j'ai de la place pour écrire la loi des mailles. Bon, allez, je vais l'écrire dans la page suivante. La loi des mailles, ça va me donner quoi? C'est RI. Vous voyez, je pars de ce point-là. RI, je suis dans le même sens que mon sens de parcours. RI moins E égale à 0. RI moins E égale à 0. Je remplace, donc RI ça vaut E, et E ça vaut B0S oméga cos alpha sinus oméga t. Donc finalement I de t ça vaut B0 S oméga cos alpha sur R sinus oméga t. Donc ce qui est important là, c'est de voir que l'intensité, elle est en sinus oméga t, alors que le champ magnétique, il est en cosinus oméga t. C'est ça, c'est là ça le truc en fait. Et le champ magnétique réémis, vous avez l'indication qui est donnée juste au-dessus. Donc j'ai répondu à la question petit a. Et on admet que le champ magnétique créé par la spire, au point haut, donc au centre de là où il y a le rotor en fait, il est proportionnel à I et suivant l'axe de la spire, hein. Donc la spire, on la met pas n'importe où. Et donc, je peux en déduire... ah oui, excusez-moi, c'est encore la question, hein. Puis la forme du champ magnétique induit par la spire au point haut. Donc je finis la question 1. Je vérifie que j'ai bien numéroté. Non, j'ai pas numéroté. Là, je fais la question petit 1. Donc je continue. Le B au point haut, c'est bêta I de t. Donc je B0 S oméga cos alpha sur R sinus oméga t. Suivant n, donc ça fait cos alpha E de x.
moins sinus alpha E de Y et 0 suivant E de Z. Donc là, j'utilise bêtement l'indication de l'énoncé. Et ici, vous reconnaissez le vecteur. Ici, c'est le vecteur n. Là aussi, il suffit de regarder l'énoncé. On vous donne ces coordonnées. Donc finalement, je peux en déduire le champ magnétique total. C'est la question B, hein, B total. C'est le champ magnétique de départ, donc c'est B0 cosinus oméga t suivant E de x. Allez, je mets 0, je mets sous forme de vecteur colonne, plus ce que j'ai, cette constante. Alors, allez, cette constante, je l'appelle gamma, hein, pour, simplifier un petit peu l'écriture. Hein. Oméga, il est constant, S est constant, B0 est constant, bêta est constant, R est constant, alpha est constant. Donc tout ça, c'est, on va dire que c'est une constante. Plus gamma, S alpha, sinus oméga t, moins gamma sinus alpha, sinus oméga t est 0. Donc tout ça, c'est suivant E de x, E de y et E de z. Donc finalement, le champ magnétique total, c'est de la forme une constante. Voilà, je vais me noter que ce qui est important, plus une autre constante, sinus oméga t. Vous voyez, je détaille même pas cette constante. Ici, on a des sinus oméga t, suivant E de y, et rien, comme d'habitude, suivant E de z. Et donc, ce que vous en déduisez, c'est que il y a un déphasage entre la composante suivant E de x et la composante suivant E de y. Alors, ce déphasage, dans l'idéal, il doit être de pi sur 2. Donc, il faudrait du cosinus et du sinus uniquement. Donc, évidemment, là, c'est pas possible. C'est pas possible, hein, parce qu'il y a aussi un terme en sinus. Mais du moment qu'il y a un déphasage, ça suffit. Ça veut dire que le champ magnétique, hein, si je trace, là, je mets X, non, Y, là je mets X. L'extrémité du champ magnétique, bon, en gros, ça va décrire une ellipse, un truc comme ça. Donc, faut imaginer qu'à l'instant T, ça c'est B, à l'instant, allez, T1, et bien à l'instant T2, un peu plus tard, bah, il est là. Puis bien à l'instant T3, il est là, etc., etc. Et quand vous avez ça, c'est pas un champ magnétique tournant parfait, hein, donc certainement que l'ingénieur qui a conçu ce moteur s'est débrouillé pour que ce soit le plus que cette ellipse ressemble le plus possible à un cercle, mais évidemment ce ne sera pas un cercle parfait, mais en tout cas ça tourne, ce qui fait que quand vous mettez un rotor là-dedans, ben, il va tourner dans le bon sens et il va être entraîné par le champ magnétique. Donc on a quasiment voilà, un champ magnétique tournant. On a quasiment un champ magnétique tournant. Magnétique tournant. Et donc c'est exactement ce qu'on voulait. Alors je vérifie que montrer. Donc là j'ai fait la question B. Bah, conclure quant à l'intérêt des bagues, bah, sans les bagues, je le remontre, hein, sans les bagues qui sont ici, là, sur les côtés, votre moteur, il marche pas. Donc la question c'est
Et question 1, 2 et... je vais juste refaire la numérotation. Donc ça c'est la question 3A. La question 1, je l'ai déjà fait au début, oralement. La question 2 aussi. Voilà pour cet exercice.